Il est 18h, c'est votre rendez-vous politique chaque vendredi sur France Info. On vous répond, le concept est assez simple. Vous avez un QR code qui va vous permettre de poser vos questions à notre invité politique. Et ce soir, pour commencer, c'est Sandrine Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée, vous allez être avec nous ce soir face à Gilles Branstein qui aura le plaisir, l'honneur de vous poser des questions. À la fois ces questions, mais comme je vous l'ai dit, effectivement, les questions que vous pouvez poser, puisqu'il y a un QR code qui va apparaître effectivement sur votre écran en haut à droite, et il suffit en fait de cliquer avec votre téléphone portable pour pouvoir effectivement poser vos questions. C'est à vous, Gilles. Bonsoir Sandrine Rousseau, merci d'avoir accepté l'invitation de ces vendredis politiques pour la première de la saison. On va tout de suite commencer par la question de Denis. Vous voyez, j'ai ma tablette avec les questions de nos auditeurs. Bonsoir Sandrine Rousseau, êtes-vous prête pour la Coupe du Monde de rugby? Allez-vous la regarder? Demande Denis. Ça commence fort. Je vais regarder la cérémonie d'ouverture là, parce qu'en plus dans les extraits que j'ai vus, je me pose beaucoup de questions, donc je vais la regarder. Après, je vais regarder le match de l'équipe de France. Je ne vous promets pas de regarder l'ensemble des matchs de rugby, mais je regarderai les plus importants. Bilan carbone prévu de cette Coupe du Monde, environ 600 000 tonnes de CO2. Est-ce que la France devait organiser cette Coupe du Monde ou est-ce que ce sont des événements trop coûteux en carbone? Il y a 600 000 tonnes de CO2. Il y a un partenaire qui est Total Énergie. Total et les entreprises pétrochimiques, il faut savoir qu'elles remplissent par leur extraction de pétrole un Stade de France toutes les 3h30 à peu près. Oui. Donc, je veux dire, c'est vraiment... c'est la Coupe du Monde du pétrole, en fait. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'est plus possible de faire ça. Donc, on peut faire des Coupes du Monde, mais avec une réflexion de sobriété, avec une réflexion écologique, ce qui manifestement n'a pas été le cas ici, ou du moins pas jusqu'au bout. Et on arrête avec Total, en fait. Mais par exemple, le bilan au Qatar, le mondial au Qatar, là, on était dans une toute autre dimension, une toute autre échelle. C'était 6 millions de tonnes de CO2. Est-ce que ça veut dire que désormais, il faut vous dites, on peut faire ces événements, mais différemment. Les tonnes de CO2, c'est essentiellement des déplacements de supporters, parce qu'ils prennent l'avion, parce que forcément, c'est des déplacements continentaux. Est-ce que vous pensez que désormais, il faut le faire sans supporters? Ah, mais c'est pas que ça. Non, mais c'est pas que des déplacements de supporters. C'est essentiellement ça. Non, c'est pas que au Qatar, c'était la construction de stades. Et c'était la climatisation des stades. Non, mais par exemple, rien que là, les déplacements des All Blacks, c'est je crois, 150 000 tonnes de CO2 pour les supporters. C'est essentiellement les gens qui prennent l'avion pour ces événements. C'est pour ça qu'il y a une question à se poser qui est de quoi avons-nous besoin ou qu'est-ce que nous voulons garder dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons ne plus garder. Parce que là, on peut toujours dire... on va arrêter ça, mon Dieu, on va arrêter ça, mon Dieu. À la fin, on a une planète qui est en train de s'effondrer, Donc, en fait, la question, c'est comment fait-on pour choisir ce que l'on veut garder et ce que l'on ne veut pas garder. Et moi, en fait, je n'ai pas toutes les réponses. Est-ce que vous gardez les moi, Sandrine Rousseau, je n'ai pas toutes les réponses. Je voudrais que ce soit un débat citoyen, démocratique, dans lequel on décide ce que l'on veut. Les jets privés, je pense qu'on ne les garde pas. Je pense que des événements sportifs, à condition d'avoir une réflexion sur la sobriété, mais quelle réflexion? Parce que, encore une fois, des événements sportifs, ça a comme défaut, mais aussi comme qualité de rassembler du monde. On va peut-être voir des images, il y a des supporters du monde entier. Mais c'est très bien, mais à la fois, ça coûte du carbone. Donc, vous n'êtes pas observatrice, vous êtes une décideuse politique. Dans le monde de Sandrine Rousseau au pouvoir, vous militez pour la suppression de ces événements? Je fais un débat pour savoir comment on organise ce dont on a absolument besoin, est-ce que l'on veut garder, et comment on organise le fait qu'on se sépare des choses. Mais je ne comprends pas votre question, et je vous le dis parce que, en fait, c'est toujours aux écologistes qu'on demande de choisir, mais à un moment, c'est pas à nous que revient. Mais non. Mais je comprends. Vous comprenez très bien ma question. À un moment, la question, c'est on est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on décide collectivement de modifier? Et dès qu'on dit quelque chose, on dit ah non, surtout pas. Moi, j'ai dit les voitures, on dit ah non, surtout pas. Je dis la viande. 1 mois de cyberharcèlement sur la viande, voire 1 an de cyberharcèlement sur la viande, parce que ah non, on peut pas bouger la viande. J'ai envie de vous dire, si on ne peut rien bouger, eh bien alors on va regarder les feux et on va voir notre civilisation s'effondrer. Eh bien allons-y comme ça, pas de problème. Non mais on dirait que vous n'assumez pas parce que vous en avez marre d'être attaqué par la radicalité de vos positions. Mais pas du tout. Je vous dis juste on doit diminuer de 80% nos émissions de CO2. On doit les diminuer. Comment on fait?
Comment on fait? C'est un débat démocratique que nous devons avoir. Les biens essentiels, nous les gardons. L'eau, l'accès au logement, l'école, j'imagine qu'on va en parler, la culture, le sport, voilà. Bon, peut-être que c'est ça le socle de biens essentiels, mais ça n'est pas une décision qui est juste Sandrine Rousseau qui va décider que c'est ça l'essentiel. La décision, c'est une décision démocratique. Sandrine Rousseau peut avoir un avis. Après, moi, je ne suis pas fan des grands événements type JO 2024, type Coupe du Monde de rugby. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Et je pense que la question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans notre mode de vie pour diminuer de 80% nos émissions de carbone? Parce que là, aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Ou alors, nous acceptons ensemble de nous effondrer. Et ça, je ne comprends pas comment, alors que nous nous prétendons intelligents, une espèce intelligente, nous sommes la seule espèce à mettre en danger nos conditions de vie sur Terre. Je ne le comprends pas. Vous le voyez sur cet écran, cette question de Denis, et vous êtes nombreux d'ailleurs, et continuez à poser vos questions avec ce QR code que vous voyez. On vous répond, il vous suffit effectivement de poser la question, et Gilles Branchen en plateau et moi-même, eh bien on va en faire le relais et on pose la question à notre invité politique. On va parler ce soir à 21h15 d'un moment important, on en parlait juste avant, ça sera au Stade de France, et on va voir forcément ceci. Alors, vous avez reconnu effectivement le célèbre haka des Néo-Zélandais, qui est un cri éminemment guerrier. Voici quelques paroles, elles vont s'afficher. C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie. Voici l'homme poilu. Le haka, ça ancre les joueurs dans leur passé maori, mais enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est quand même un concentré de virilisme, de rhétorique guerrière, bref, tout ce que vous voulez déconstruire. Est-ce que ça vous embête que ce soit à ce point attendu, que ce cri de guerre soit à ce point glorifié, attendu par des millions de gens? Si la question que vous me posez, c'est est-ce que un monde où on glorifie et où on met en exergue des codes virilistes à ce point-là, et que on passe complètement sous silence tout ce qui est compétition féminine, parce qu'on l'a vu, on pourrait parler de la Coupe du Monde de foot féminine, etc. Oui, enfin, je veux dire, oui. Quand j'ai vu Emmanuel Macron descendre une bouteille de bière dans un vestiaire, non, il y a également des femmes qui jouent au rugby. Oui, enfin, vous les avez vus là sur... Et qui font le haka. Et vous les avez vus là sur les écrans de télévision, vous avez vu leur Coupe du Monde, vous avez vu leur salaire, vous avez vu les choses. Donc non, on va pas se mentir en fait. On peut se dire oui, il y a des équipes de femmes, très bien. Mais on va pas se mentir sur le fait qu'il y a une profonde inégalité femmes-hommes dans le sport. On va pas se mentir sur le fait que le sport masculin est ultra valorisé par rapport au sport féminin. On va pas se mentir sur le fait que les codes du sport sont des codes qui sont adaptés aux hommes. Donc on arrête en fait de se mentir là-dessus. Oui, c'est une compétition qui est évidemment qui met en évidence des codes ultra virilistes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. C'est pour ça que je vais pas regarder les matchs. Je vais vous dire, je regarde un de temps en temps pour juste pouvoir répondre à des questions de journalistes. Il y a aussi une autre affaire dont on a parlé il y a quelques minutes, et votre point de vue est forcément important ce soir. Bastien Chalureau, deuxième ligne du 15 de France. Et on va en parler avec la question de OVR. Évidemment, c'est un pseudo qui vous pose la question suivante. Sandrine Rousseau, quel est votre avis sur la sélection dans le 15 de France de Bastien Chalureau, condamné en première instance pour des faits de violence, avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime? On sait que c'est lors d'une rixe où il aurait traité, puisqu'il nie les faits, sa victime de sale arabe. Alors, il a quand même été condamné en première instance. Alors le président, on va voir ce qu'a dit le président de la République, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Il a dit: la présomption d'innocence et le droit de recours existent. S'il y a des condamnations sur des faits graves établis, oui, ce serait préférable que Bastien Chalureau ne porte pas le maillot de l'équipe du 15 de France. Vous êtes d'accord avec ça, ou vous pensez que d'ores et déjà, comme il a été condamné en première instance, eh bien, il devrait ne pas être dans l'équipe de France? Moi, je pense que le sport est quelque chose, surtout des événements comme ceci, ce sont des événements d'image. Il n'y a pas de place pour les gens qui ont été condamnés pour violence. Voilà. Pour violence en général, pour violence raciste? Et pour violence raciste en plus. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas de place pour ça. Donc, vous pensez qu'il n'aurait pas dû être sélectionné? Non, je pense qu'il n'a pas sa place dans l'équipe de France.
c'est clair. Christophe. On va parler d'écologie à présent. On va regarder cette une de Libération. Nous vivons l'été le plus chaud depuis 120 000 ans. Selon l'Observatoire du climat Copernicus, l'heure est-elle aux mesures radicales, justement? Bien sûr. Bien sûr, elle l'est absolument. Et là, on est en train de tergiverser, de regarder la planète brûler et de s'interroger sur ce qu'on peut faire. Mais enfin, on a des solutions déjà depuis un moment. De ce corps. Oui, mais enfin là, moi, encore une fois, comment s'organise-t-on collectivement? Là, ce qui est en train de se faire, c'est que ceux qui ont les moyens d'isoler leur maison, isolent leur maison. Ceux qui ont les moyens de s'acheter des hectares en forêt, s'achètent des hectares en forêt. Ceux qui ont des moyens de s'acheter des véhicules électriques, s'achètent des véhicules électriques. Et puis, on laisse de côté toute une partie de la population. Et moi, je suis très surprise, par exemple, de ce qui se passe actuellement, où on est dans une période de canicule. Et vraiment, on a très chaud dans les appartements, particulièrement quand on est en immeuble. Et sur ce plateau aussi. Beaucoup moins sur ce plateau que dans certains immeubles. Mais en fait, là, ce que font les gens maintenant, c'est qu'ils vont s'équiper en climatiseurs. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parole du gouvernement disant ne vous équipez pas, parce que les climatiseurs sont pires pour le climat. Donc en fait, c'est une inaction politique. Mais bien sûr que c'est une inaction politique. Quand on a un Emmanuel Macron qui découvre qui dit qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique, quand on a un Emmanuel Macron qui annonce une grande conférence avec les partis politiques et qui oublie l'écologie, quand on a un Emmanuel Macron qui annonce après ça une mesure écologique d'ampleur qui est que chaque 6e va planter un arbre, que voulez-vous que je vous dise? On est complètement à côté de la plaque, mais complètement. Enfin, c'est dramatique. Et moi, je pense que un jour, vous savez, il y a des livres qui ont été écrits sur comment se fait-il qu'on n'ait jamais réussi à prévoir les catastrophes. Là, on le sait depuis 30 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à bouger? Qu'est-ce qui fait qu'on a un gouvernement qui est dans le déni climatique le plus complet? Qu'est-ce qui fait qu'on ne regarde pas cet effondrement comme une responsabilité de nous-mêmes? C'est nous-mêmes qui créons ces conditions-là. Pourquoi quand on parle de la viande, alors qu'on sait que c'est le geste individuel qui est le plus simple et le plus efficace, pourquoi c'est tout de suite un drama? Pourquoi ça a fait la une des journaux? Pourquoi on s'est foutu, mais fichu de moi pendant des mois et des mois? Là, il y a la moitié de la planète qui est en feu et l'autre moitié qui est sous les inondations. On a des risques majeurs de fonte du permafrost, d'arrêt ou de diminution du Gulf Stream, des choses qui sont structurelles, qu'on ne pourra plus jamais reconstituer comme avant. C'est-à-dire qu'une fois que le permafrost est fondu, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut agir. Il y a un rapport qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, et je termine juste là-dessus, et Selma Mahfouz, dont je trouve que pour moi, il ne va pas assez loin. Mais déjà, ce rapport, qui a été édité l'année dernière, dit il faut mettre 66 milliards d'euros par an. 66 milliards d'euros par an. Cette année, on est à 7. On est à 10% de l'objectif. Mais qu'est-ce qu'on fait collectivement? Et pardon, mais là, c'est nos enfants dont il s'agit. Nous et nos enfants. Comment va-t-on leur assurer une planète par exemple, vivable? vous dites il faut changer d'échelle. Une mesure radicale que vous appliqueriez tout de suite si vous êtes au pouvoir? Mais par exemple, l'interdiction des jets privés, la gratuité des transports en commun, le fait de diminuer la viande, le fait d'interdire l'importation de viande, de soja, de tourteaux de soja, faire en sorte qu'on isole massivement les bâtiments, faire en sorte que on ait aussi, alors moi j'aime beaucoup un outil qui s'appelle la carte carbone, mais qu'on ait une comptabilisation de nos points carbone, parce qu'en fait on ne sait même pas ce qu'on émet en termes de carbone. Donc en tout cas, ça fait réagir, et cela fait réagir sur France Info, et c'est l'objectif. On vous donne la parole justement pour poser vos questions. Je vous rappelle, effectivement, on vous répond. Il suffit avec votre téléphone de scanner, et vous pouvez poser cette question. D'où celle de Mathieu, qui est intéressante. On va la voir. Pensez-vous que les Français se moquent du réchauffement climatique? En fait, du moment qu'ils ne sont pas touchés, les phases de canicule récurrentes ne font pas bouger les gens, pourtant conscients que le dérèglement climatique est là. Oui, je pense qu'il y a un déni. Je pense que la France fait partie des pays qui ont le plus de climato-sceptiques, bizarrement, alors que pourtant nous sommes un pays de science. Mais il y a beaucoup de climato-sceptiques en France. Et puis je crois qu'il y a aussi, et ça il ne faut pas le négliger, des lobbies, par exemple Total et les lobbies du pétrole,
qui font tout, comme ça a été le cas à un moment pour le tabac, par exemple, qui font tout pour minimiser les risques auxquels nous sommes confrontés et qui nous remplissent la tête d'autres préoccupations, qui nous divertissent sur d'autres sujets, etc. Vous incriminez toujours les décideurs économiques, le gouvernement, loin de moi l'idée de dire qu'ils n'ont pas de responsabilité, mais à la fin, c'est un peu ce que dit Mathieu, le citoyen, le consommateur aussi a une responsabilité. Je lisais un papier récemment en disant la fast fashion, par exemple, le fait que des marques changent leur modèle tous les 2 mois. On voit très bien à quelle marque on pense. Les clients et les clientes se précipitent pour les acheter. Ça, c'est de la faute ni du gouvernement, ni des entreprises qui les fabriquent, mais est-ce que c'est pas aussi votre échec à vous, militants écologistes, de ne pas arriver assez à influer sur les comportements? Mais encore une fois, moi, prenons l'exemple de la viande, parce que la viande, pour moi, c'est typique. Oui. C'est-à-dire qu'on peut supprimer la viande de son alimentation, ou du moins la diminuer fortement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne. Enfin, je veux dire, c'est très facile, en fait. C'est vraiment le geste le plus facile. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai mis dans le débat politique en disant, c'est très facile de faire ça. Testons la capacité des gens à changer. Et en effet, il y a une volonté de ne pas changer. Et là, c'est en cela que je pose la question même de notre intelligence collective. Sommes-nous à la hauteur du défi qui est face à nous? Et aujourd'hui, il n'y a pas de signe, je vais le poser comme ça, que nous prenions véritablement la mesure de l'enjeu. Parlons quand même des mesures de gouvernement. Emmanuel Macron a annoncé la rénovation de 40 000 écoles, un passe-rail régional pour le train. Même votre collègue députée européenne Karima Delli voulait s'inspirer du modèle allemand. Vous considérez que ça, c'est rien du tout ? Alors déjà, on n'a pas de budget, on ne sait pas comment ça va être mis en place, parce que des annonces d'Emmanuel Macron, on en a eu quand même beaucoup. Donc, on a eu une convention citoyenne dont il a dit qu'il prendrait la totalité des propositions. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec un affaiblissement, mais hallucinant, de ces propositions. On a par exemple, dans la convention citoyenne, il était prévu qu'on interdise les trajets intérieurs en avion quand il y avait une alternative de moins de 4 heures en train. Et c'est 2h30 finalement. Et c'est moins de 2h30. Et là, on a des ministres qui sont allés à Rennes en avion. Donc, en fait, on est dans quelque chose où il y a des annonces. Alors ça, il y a des annonces. Il y a des annonces. Toujours, il y a des annonces. Mais dans les faits, il y a rien. Là, Elisabeth Borne a fait une conférence de presse. Remettre des trains de nuit, par exemple. Et bien sûr qu'il faut remettre des trains de nuit. C'est ce qui est actuellement en train d'être fait. Mais là, vous voyez, par exemple, je lisais en venant le ministre des Transports. Moi, j'avais présenté un amendement à l'Assemblée pour qu'il y ait un investissement massif sur les infrastructures de transport. Parce qu'en fait, c'est un des problèmes. Les infrastructures vieillissent, il faut les entretenir. Et si vous voulez que les trains circulent bien, les tramways, etc., il faut faire des travaux sur les rails, en l'occurrence pour le train. Le tunnel Lyon-Turin, c'était ça, et les écologistes ont protesté. Et donc, je termine là-dessus, et après je viens sur le Lyon-Turin, mais sur ces infrastructures, donc il faut 100 milliards d'euros. Là, j'ai vu, en venant ici, que Emmanuel Macron demandait à la SNCF de s'auto-financer une partie de ces 100 milliards d'euros, ce qui signifie que la SNCF va devoir augmenter le prix des trains. Donc en fait, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui est à l'inverse de ce que nous devrions faire. Et après, quand je dis ça, ça n'est pas les écologistes qui disent, c'est tous les scientifiques. Là, il y a des scientifiques aujourd'hui qui sont en train de quitter leur laboratoire de recherche pour manifester et pour dire nous ne nous faisons plus entendre quand nous écrivons des articles, donc nous allons aller dans l'arène politique, médiatique et dans l'activisme. Mais enfin, pour faire sortir les scientifiques, c'est quand même, il faut y aller fort, quoi. Alors, parlons d'une autre mesure. C'est Tristan qui vous pose la question. Je vais l'afficher. J'espère qu'elle va s'afficher. Tristan qui vous demande, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'instaurer une ristourne sur le carburant? Sinon, ne craignez-vous pas une révolte des Français? Nous avons besoin de carburant pour le travail. Nous travaillons pour pouvoir faire le plein. Mais évidemment, une ristourne sur le carburant, ce ne serait pas un bon signal écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, il y a un enjeu autour de l'inflation. Il y a la nourriture qui a augmenté et il y a le carburant. Le carburant. Moi, je ne suis pas d'accord, et je le dis, pour qu'il y ait une ristourne pour des gens qui ont des 4x4 en ville et qui n'ont pas besoin, qui ont des alternatives en transport en commun. Donc, je suis d'accord. Vous êtes pour un chèque énergie? Je suis d'accord. Par contre, pour qu'on aide des personnes qui sont, par exemple, aide à domicile ou qui ont des besoins parce que ils habitent dans des lieux où il n'y a pas d'alternative en transport en commun. Mais je suis d'accord aussi pour qu'on
pour que ça ne soit pas la seule mesure. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule mesure. On fait des chèques. Mais on voit qu'en fait, derrière, on n'investit pas dans des transports en commun, on n'investit pas dans des transports alternatifs. Donc, on fait des chèques quand même? On aide les personnes qui sont les plus qui travaillent dans des conditions où elles ne peuvent pas se passer de la voiture. D'accord. Je rappelle que le remboursement des transports, par exemple, pour tout ce qui est le secteur médical, soignant, n'a pas été valorisé à la hauteur de l'augmentation du prix de l'essence. Donc là, il y a concrètement des aides à domicile qui ont perdu des salaires, des choses comme ça. Donc ça n'est pas admissible, évidemment. On a beaucoup de questions, effectivement, on le rappelle, si vous venez de nous rejoindre sur France Info, c'est votre émission également politique avec ce QR code que vous voyez en haut à droite. Vous pouvez effectivement poser vos questions puisque ce soir, c'est Sandrine Rousseau qui est notre invitée. C'est la première invitée de la saison. Alors, je crois qu'on a une question qui nous arrive en direct, qui est posée par Bruno. On va l'écouter, je vais la découvrir en même temps que vous. S'il y a des femmes qui peuvent poser des questions, histoire que de temps en temps, il y en ait. Nous maîtrisons. Non, mais c'est un appel que je lance. Allez-y, posez-moi les questions. On va écouter une question. Quand entendrons-nous donc un politique dire qu'il faut sacrifier l'économie pour enfin agir pour le climat? Je vous le dis, il faut sacrifier l'économie pour enfin agir sur le climat. Il n'y a pas de doute. En fait, là, on est en train, par exemple, sur les sacrifier l'économie. Mais oui. Il va falloir changer d'économie. On ne peut pas rester dans cette économie. Sacrifier l'économie. Mais sacrifier des pans entiers de l'économie. Et on mange comment? Même du tofu et du soja. Dès que je dis quelque chose, vous dites, on fait comment? Mais on fait. C'est le rôle. Vous avez une agriculture biologique, une agriculture paysanne, une agriculture locale. Si on change de mode alimentaire, on n'a pas besoin d'avoir une agriculture importée qui vient des élevages intensifs de Nouvelle-Zélande. Les voitures thermiques, vous êtes pour les supprimer tout de suite? Là, c'est 2035, je crois. Vous seriez pour leur suppression immédiate? Mais bien sûr qu'il faut changer de voiture, enfin c'est évident, mais dans ces cas-là, il faut aussi aider les personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les personnes seules avec tous les changements à faire. Dans le fameux rapport Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, il y a une phrase qui dit qu'ils ont calculé que pour les classes moyennes, investir pour diminuer son empreinte carbone, ça représente 1 an de salaire. Pour une classe moyenne, ça représente 1 an de salaire. Il est évident aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, qu'aucune classe moyenne de France ne peut mettre 1 an de salaire pour diminuer son empreinte carbone. C'est dans cela que les politiques ont un rôle à jouer et que les politiques publiques doivent absolument accompagner les personnes. Mais sacrifier l'économie, ça veut dire aussi perdre des emplois? Oui, mais ça aussi, le problème, c'est que si nous ne l'anticipons pas, nous allons le subir. Donc, de toute façon, ça aura lieu, mais nous le subissons. Alors que si nous l'anticipons, nous pouvons faire des plans de formation, de reconversion, faire en sorte que les entreprises puissent changer d'activité. Nous pouvons anticiper et faire en sorte que l'État, qui a un rôle de stratège, puisse organiser cette manœuvre. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on est sur l'aéronautique, on nous répond, c'est une excellence française, l'aéronautique, donc on va continuer à produire des avions. Et vous comprenez, il y a tant d'emplois dans l'aéronautique, donc on peut pas faire arrêter l'aéronautique. Si, il va falloir diminuer drastiquement l'aéronautique. Donc en fait, ces salariés-là, ils devraient déjà être dans des plans de formation, de conversion. On devrait déjà accompagner leur changement d'activité. Rien n'est fait dans ce sens-là. Au contraire, on donne des subventions pour essayer d'aller chercher un avion vert comme on irait chercher le Dahu. C'est pareil, on va chercher le Dahu. Personne n'a jamais trouvé le Dahu. Donc on ne trouvera pas l'avion vert non plus. Une question posée par OVR, c'est un pseudo. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme en l'occurrence. Voilà, exactement. Très bonne remarque. Trop d'écologie tue l'écologie, dit-il ou dit-elle. Dit OVR, ne trouvez-vous pas qu'à force de culpabiliser les gens sans arrêt, c'est l'effet inverse recherché qui se produit, c'est-à-dire que les gens délaissent les partis écologistes? Moi, je vous dis pas de problème, je peux vous tenir un discours rassurant, continuons. Je peux le faire. Non, mais je peux vous faire ça. Je peux vous vendre une soupe. Je peux vous vendre une soupe électorale. Il n'y a pas de problème. Je vous le fais. Nicolas Sarkozy était plutôt rassurant il y a 2 jours. Non, mais on continue comme ça. Voilà. On va pouvoir continuer à se chauffer sans problème. On va pouvoir continuer à avoir les voitures. On va pouvoir continuer à prendre des avions. On va pouvoir continuer à manger comme on veut. On va pouvoir continuer à consommer des choses que l'on jette dans les 3 jours. La fast fashion, on utilise en moyenne entre 3 et 6 fois un vêtement. La fast fashion, c'est des tonnes et des tonnes de déchets qui vont en Afrique. Donc on peut continuer tout ça. Il n'y a pas de problème.
Moi, juste, je vous dis, moi, je ne participerai pas à ça. D'accord, mais qui, quoi, où vous dit le risque, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens délaissent les partis écologiques. Pour appliquer toutes les mesures que vous prenez, il faut arriver au pouvoir. Oui. Si votre discours fait que, effectivement, les gens ne sont pas attirés par votre discours, ça n'avancera pas beaucoup. Non, mais moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes attiré par le fait que vos enfants aient des conditions de vie correctes sur Terre ? Mais non, mais c'est ça le sujet. De réponse. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas moi. Ce qu'on vous dit, c'est que si vos propositions sont de telle nature qu'elles n'attirent pas assez, vous ne serez jamais au pouvoir pour les appliquer. Non, mais moi, je suis pas dans un truc de. Vous avez pas envie de gagner ? Séduction. Si, j'ai envie de gagner, mais je ne suis pas dans un truc où je vais vous mentir pour gagner. Ça, je ne le ferai pas. D'accord. Jamais. Donc, je vous le dis. Je dis les choses telles qu'elles sont. Ce ne sont pas des choses agréables parce que nous sommes dans un moment qui n'est pas agréable et il va falloir prendre des mesures qui sont drastiques. Mais je vous le dis. Après, vous votez pas, c'est votre choix. Mais moi, je ne flatterai pas des choses et je ne mentirai pas sur ce que l'on doit faire parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Justement, Jamy vous demande, n'êtes-vous pas tenté par la désobéissance civile ? Parfois, au regard de l'inertie et de l'autoritarisme du gouvernement. J'affiche la question. Jamy, je suis très pareil, tentée. Jamy, je ne sais pas si c'est Non, mais je vais vous répondre sincèrement, parce que de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Donc oui, si, je suis extrêmement tentée par la désobéissance. Je pense qu'aujourd'hui, la question se pose. Mais moi, je suis élue de la République. Et j'ai aussi fait ce choix qu'il y ait des militants et des consciences de la cause écologiste dans les institutions. C'est d'ailleurs peu compris par certains des militants sur le terrain qui disent « mais le politique, on n'arrivera à rien par le politique ». Et je respecte cet avis-là, mais moi j'ai fait ce choix-là d'aller porter un discours écologiste au sein de l'hémicycle, au cœur même de l'Assemblée nationale. Et donc je ne peux pas être à la fois là. Good cop, bad cop. Vous jouez le gentil. Non, mais moi je ne peux pas. Les militants doivent jouer les méchants et les désobéissants. Non. Moi, je ne peux pas être à la fois là et être en désobéissance. Par contre, je peux être là et protéger les désobéissants. C'est ce que j'ai fait sur diverses manifestations, notamment sur des manifestations des soulèvements de la terre, par exemple. Bon, eh bien, donc voilà, mon écharpe, elle sert à ça. Mais je vais vous dire que il y a des jours, et je vais vous confier ça, c'est que là, la rentrée politique, eh bien, j'étais pas bien, parce que je me suis dit, on va parler de trucs qui n'ont rien à voir pendant des semaines et des semaines. C'est un peu de votre faute, hein. Encore une fois, on va être à côté du sujet. C'est-à-dire c'est pas nous qui avons invité. C'est de la faute de tout le monde. C'est pas nous qui avons invité Mehdi. On a beaucoup parlé d'écologie. On le rappelle d'ailleurs tous les soirs à partir de 21h. On parle d'écologie du lundi au vendredi. Une autre question à présent, parce qu'on va avancer dans le débat, qui concerne le procès de 9 personnes après la destruction de Sainte-Soline, qui vient donc de commencer. Marine Tondelier, Sophie Binet et Mathilde Panot sont allées les soutenir. Ces personnes ne devraient-elles pas être poursuivies ? Enfin, ne devrait-elle ne pas être poursuivie ? Voilà, exactement. Mais bien sûr qu'elle ne devrait pas être poursuivie. Aujourd'hui, on donne la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné et on criminalise des gens qui défendent un accès à l'eau. Comment fait-on pour vivre sans eau ? Sans eau douce ? Et on criminalise les gens qui demandent à ce qu'il y ait un partage de cette eau douce. Et par contre, on donne la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné. Mais vous vous rendez compte de l'inversion des valeurs dans laquelle nous sommes ? Vous diriez que c'est un usage politique de la justice ? Bien sûr. Absolument. Vous avez tweeté « On n'intimide pas un soulèvement ». Non, parce que il y a eu, par exemple, des manifestations non déclarées d'ultra-droite, non déclarées ou non autorisées ? Non déclarées et non autorisées, les deux. Donc non déclarées, donc forcément non autorisées. Gérald Darmanin a dissous Civitas, par exemple. Oui, il y avait quand même des manifestations et il n'y a pas eu de personnes qui ont dû rendre compte devant la justice. Donc à un moment, ces violences, parfois on le voit sur ces images, vous les comprenez et en même temps vous les condamnez ? Moi, je suis pour une désobéissance sans violence, donc là-dessus, j'ai pas de doute. Après, là, nous sommes dans un moment de vraiment. Vous ne le feriez pas. Extrême. Vous ne le feriez pas, mais vous ne condamnez pas ces gestes. Moi, je ne le ferai pas. Tant qu'il n'y a pas de blessures sur les personnes et tant qu'il n'y a pas de menaces sur les personnes, ça pour moi c'est vraiment la ligne rouge. Je veux dire, là, à un moment, il va falloir
Il va falloir y aller, quoi. Voilà. Il va falloir y aller. Mais oui. On a beaucoup de questions, effectivement, sur... Une dernière question sur Sainte-Soline. À l'instant, vous avez dit c'est une instrumentalisation politique de la justice. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? C'est les juges qui ont des visées politiques ou c'est des ordres du gouvernement? Précisément, vous accusez qui de quoi? Ah non, je n'accuse pas la justice. Je dis juste que le gouvernement n'a pas porté plainte contre tous les manifestants qui n'ont pas respecté. Non, vous avez dit c'est poursuivre ces gens-là, c'est une visée politique. Qui? Eh ben, je vous dis, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Je vous le dis, c'est le gouvernement. Le gouvernement donne ordre de poursuivre ces gens-là? Le gouvernement porte plainte contre des gens et après, la justice fait son travail et moi j'ai confiance dans la justice. Mais le gouvernement n'a pas porté plainte contre toutes les personnes qui ont fait des manifestations non déclarées. Quand la FNSEA fait une manifestation non déclarée, le gouvernement les met pas devant les tribunaux. Quand c'est l'extrême droite, il y a personne qui va rendre compte devant des tribunaux. Donc en fait, oui, il y a une instrumentalisation de la justice. En tout cas, les questions sont nombreuses ce soir avec toujours effectivement ce QR code que vous pouvez voir juste là. Voilà, on vous répond. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez mettre votre prénom. Ça va effectivement nous aider pour Sandrine Rousseau de savoir si c'est un homme ou une femme qui pose la question. Et on va revenir justement. Et si vous êtes une femme, n'hésitez pas, puisqu'effectivement, pour l'instant, on a beaucoup de questions d'hommes. On va revenir sur un événement qui a marqué effectivement cette rentrée et notamment cette rentrée scolaire avec la question sur l'abaya. Absolument, une question qui vous est posée par Emmanuel. Je lis Emmanuel UEL, donc manifestement un homme. Vous êtes connu pour être favorable au port du voile. Quel est aujourd'hui votre avis sur l'interdiction à l'école de l'abaya? Alors je précise, vous n'êtes pas connu pour vous n'êtes pas favorable au port du voile, vous êtes défavorable à son interdiction. Ce n'est pas pareil. Je vous l'accorde. Votre avis sur l'interdiction de l'abaya? Non, mais ce tweet dit tout. C'est-à-dire, moi, je suis pas favorable au port du voile. Je suis favorable juste à ce qu'il n'y ait pas d'interdiction et qu'on ne soit pas dans une stigmatisation. On accuse souvent les médias d'instrumentaliser la parole des gens. Nous posons les questions telles qu'elles vous sont posées. Non, mais j'y réponds. Et vous réussissez. Absolument. Je dois y répondre. Et par ailleurs, sur l'abaya, moi, je regrette ça. Pourquoi? Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui est très souterrain et que l'on n'est pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'analyse pas, à mon avis, à sa juste mesure. C'est que il y a, par exemple, des enfants en situation de handicap. Et je vous réponds sur l'abaya. Mais il y a des enfants en situation de handicap qui n'ont pas d'AESH, donc qui n'ont pas de droit à l'éducation. Il y a des personnes qui, à Mayotte, qui avaient des problèmes plus urgents, qui à Mayotte n'ont pas accès à l'éducation parce que ils n'ont plus d'eau potable. Et là, on interdit encore l'accès à l'éducation. Et en fait, et petit à petit, il y a une forme d'éducation à deux vitesses qui se met en place, et elle est déjà en place, avec des personnes qui sont dans des lycées, soit de centre-ville, soit des lycées privés, et de l'autre côté, des lycées de relégation. Et la seule chose que l'on dit à ces gens, c'est voilà comment il faut vous habiller, et par ailleurs, on leur dit vous allez devoir revenir plus tôt de vacances parce que vous êtes nuls, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on est dans un discours qui est, et moi je pense que ça fait partie de ces rapports au monde qu'il nous faut changer. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'être dans une espèce de démarche où on juge les gens a priori, alors il nous faudrait être dans une forme de dialogue, de respect et de se dire comment fait-on ensemble pour avancer. Et là, je trouve que l'éducation nationale... Je vous ai connu plus cash dans une réponse. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de l'abaya? Je suis contre l'interdiction de l'abaya. Je me suis déjà exprimée là-dessus, mais je viens de vous le dire. Donc, mais non, mais je viens de vous le dire. Alors, je vais vous poser pour moi, l'éducation est un droit prioritaire. La question différemment. Vous, je vous ai entendu dire ici même, sur ce plateau, la dernière fois que vous êtes venu, on parlait pas de l'abaya, on parlait des femmes qui jouaient au foot avec un foulard. Vous avez dit, c'est imposer un contrôle social sur le corps des femmes. C'est comme le crop top, c'est insupportable. Donc vous mettiez votre défense de l'abaya sur le compte du féminisme. J'ai entendu cette semaine des féministes dire « Je suis pour l'interdiction de l'abaya parce que l'abaya, c'est invisibiliser le corps des femmes et c'est insupportable. » Donc il y a deux conceptions du féminisme qui s'opposent là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à celles qui disent « Invisibiliser le corps des femmes, c'est insupportable pour les féministes » ? Moi, je vais vous dire, j'ai une fille qui, il y a un peu plus d'un an, elle était en terminale. Et elle est allée en cours avec des tenues dont on a vu que les élèves n'ont pas eu le droit de rentrer. C'est-à-dire, moi, je l'ai vue rentrer avec un jean, un t-shirt et une espèce de longue tunique. Je l'ai vue rentrer au lycée comme ça. Ma fille.
Donc, en fait, c'est aussi un moment de la vie où on a des complexes. C'est un moment de la vie où on se teste sur plein de choses. C'est un moment de la vie où on cherche aussi à provoquer. Je dis pas le contraire. Mais précisément, c'est aussi un moment de la vie où on a absolument besoin de ne pas renvoyer les gens au fait qu'ils sont illégitimes, qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils sont donc des sous-citoyens, etc. Et ça, moi, je trouve que là, on a mis une machine en place pour 298 personnes, et que si ma fille n'aurait pas été interdite d'entrer, malgré la même tenue que la femme qui a que la jeune fille qui a été interdite d'entrer. Ma fille est rentrée comme donc ça dans un lycée. Donc c'est la stigmatisation. Elle est rentrée comme ça dans un lycée. Et ma fille n'est pas a été élevée dans des valeurs tout à fait féministes, ça je peux vous le garantir. Et je veux dire, mais oui, mais pourquoi ma fille elle n'aurait pas été interdite de rentrer? Parce que ma fille, on ne lui prête pas d'intention. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que sur ces jeunes filles, on leur prête des intentions. Eh bien, moi je dis, on ne peut pas interdire l'accès à l'école sur la base d'intentions que l'on donne aux personnes. Alors, on a justement des questions. Femme Nassima, on va la voir sur cet écran. Pourquoi il y a 2 minutes, donc ne pas soutenir l'interdiction de l'abaya alors que la majorité de vos militants et électeurs sont favorables à l'interdiction? Et parce que, encore une fois, je ne suis pas là pour... après, c'est une conception de la politique, et il y a plein de gens qui flattent un électorat, qui va dans le sens. Moi, je vous dis, je ne fais pas ça. Après, je mène un combat politique. J'essaye de faire avancer les valeurs, les mentalités. J'essaye de faire en sorte qu'on ait d'autres arguments dans le débat politique que ceux qui nous sont servis de manière permanente. Voilà. Après, je vous cache pas que ma position n'est pas simple. C'est-à-dire que être comme ça, affirmer des valeurs en disant l'éducation est une valeur fondamentale. Pour moi, l'éducation est la valeur fondamentale. C'est-à-dire qu'on doit absolument accueillir tout le monde dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent et elles puissent apprendre dans de bonnes conditions. On ne peut pas dire à des gens qui rentrent au lycée, vous n'avez pas votre place. Parce qu'en fait, l'école est l'endroit où tout le monde a sa place. Voilà, moi je suis choquée par ça, très choquée par ça. Puisque vous parlez d'école, il y a bien évidemment la réaction du ministre de l'Éducation nationale également, Gabriel Attal. Oui, c'est Gabriel Attal qui réagit après qu'un père de famille ait été d'abord mis en garde à vue, puis sorti de garde à vue, mais convoqué par la justice après des menaces de mort à un proviseur qui, justement, a interdit à la fille de ce monsieur de venir avec son abaya. On écoute Gabriel Attal, vous réagirez. Des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier le proviseur au téléphone. Évidemment, je lui ai assuré tout mon soutien, celui du gouvernement, de l'État, et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables. Je le dis, pour moi, les choses sont claires. C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Votre réaction à vous ? Non mais sur le père de famille là, qui est menacé, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il doit être sanctionné et durement. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Mais là, je trouve que... Mais en même temps, lorsque Gabriel Attal dit la loi, rien que la loi, en l'occurrence, il y a l'interdiction du port. Mais l'abaya n'est pas dans la loi. L'abaya n'est pas dans la loi. Alors, le Conseil d'État a dit la loi interdit... Parlons du Conseil d'État. Laissez-moi vous poser la question. L'abaya, la loi de 2004, interdit les signes religieux. Le Conseil d'État a dit très clairement hier que la porter ces tenues manifeste ostensiblement une appartenance religieuse en milieu scolaire, et donc, selon le Conseil d'État, plus haut organe juridique du pays, selon le Conseil d'État, eh bien, c'est un signe religieux, et donc la loi impose de l'interdire. Est-ce que pour vous, c'est la loi ? J'ai lu l'arrêté complet du Conseil d'État, qui dit une chose sur laquelle je m'interroge beaucoup, qui est de dire c'est une intention religieuse. Absolument. Parce que dans les discussions, la religion arrive. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil d'État a pris une décision sur la base de discussions qui ont été tenues et notées par une des deux parties et sans écouter la seconde partie. Et en fait, moi, là, je vous dis, je commente rarement une décision de justice, mais là, les arguments qu'il y a dans le référé me semblent quand même... vous n'êtes pas d'accord avec la décision et vous vous interrogez sur le Conseil d'État. Soit. Mais est-ce que la républicaine que vous êtes, l'élu de la République que vous êtes, dit aujourd'hui, c'est la loi, même si je suis pas d'accord, et donc je demande aux jeunes filles de venir sans abaya à l'école?
Je dis il faut continuer à ce que la loi, parce que là c'est un référé en urgence, enfin c'est une décision en urgence. Donc il y a une deuxième étape dans l'analyse du Conseil d'État. Il va devoir rendre un second jugement, et donc on va voir là. Et en attendant, est-ce que pareil vous appelez aujourd'hui porter une abaya, ça serait de la désobéissance civile, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous leur dites, ok, allez-y, est-ce que vous leur dites, allez-y, désobéissez, ou c'est la loi, enlevez vos abayas? Votre parole porte. Franchement, je trouve cette question scandaleuse, je vais vous dire. Voilà. Ah bon? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est une abaya. Je ne sais pas ce que c'est une abaya. Et les proviseurs ne savent pas ce que c'est une abaya. Ils ne savent pas ce que c'est. Je vous dis, ma fille, elle est rentrée avec ça. Et ma fille, les chefs d'établissement demandaient des directives. Ils sont plutôt contents. Oui, enfin, moi j'ai vu aussi qu'un chef d'établissement avait appelé un père parce qu'une fille avait une mini-jupe et le chef d'établissement a appelé le père en disant venez récupérer votre fille. On est où en fait là? On est où? Donc moi je dis aux filles, faites en sorte de ne pas subir la stigmatisation. Donc faites en sorte de venir dans des tenues dont vous êtes sûr qu'elles pourront rentrer. Mais je dis au gouvernement, ce que vous faites est scandaleux. Scandaleux. C'est-à-dire que vous stigmatisez les femmes sur leur corps et sur leur habillement. Et vraiment, vous ne pouvez pas envoyer en permanence un discours d'illégitimité aux femmes dans l'éducation. Elles portent des crop tops. Il y avait Blanquer qui disait qu'on ne pouvait pas mettre des crop tops à l'école. Ça veut dire que le corps des femmes n'est pas accepté à l'école. Là, elles sont trop couvertes, ça ne va pas. Et encore une fois, ces tenues-là, se sont faites renvoyer du lycée. Des jeunes filles qui étaient en jean, t-shirt avec une longue tunique. Je vous le dis, ma fille est rentrée comme ça dans un lycée. Mais ma fille on n'a pas supposé qu'elle avait des intentions. Et si c'est sur la base d'intentions, alors je dis, nous sommes en train de sombrer. Nous sommes en train de sombrer dans un système où nous supposons des intentions chez les gens. Et nous ne valorisons pas le fait d'être dans une éducation positive. On va avancer avec une autre question, effectivement, concernant la gauche et les classes populaires. Exactement. Il y a un débat de fond qui monte à gauche. À qui la gauche doit-elle parler et de quoi doit-elle parler? Je voudrais qu'on voie une intéressante contribution au débat cette semaine avec le livre de Thomas Piketty et Julia Cagé. Alors là, c'est un extrait de ce qu'ils ont dit à l'Obs cette semaine. Ce qui détermine leur vote, ils parlent des gens de gauche, ce n'est pas la question identitaire, ce n'est pas la question culturelle, c'est vraiment le revenu, le patrimoine, la propriété, la profession. La réponse doit donc être économique. On dirait que cette phrase est écrite pour vous. Oui. Non, mais on dirait en gros, vous avez fait de ce combat pour un certain nombre de valeurs, pour la question identitaire, pour un certain nombre de questions culturelles. Vous en avez fait votre combat. Pourquoi j'ai fait une question Piketty, qui n'est pas un odieux réactionnaire. Pourquoi j'ai fait une question identitaire, monsieur? Par exemple, ce qu'on vous dit. Parce que. En quoi j'ai fait une question identitaire? L'essentiel de. Non, là, ce que vous dites est grave. Je n'ai pas fait. Non, parce que c'est exactement ce que. Attendez, moi, je n'ai rien dit. Il y a une égalité de traitement. Il y a une égalité de traitement dans la République. Que la République, c'est écrit au fronton de tous les monuments. Liberté, égalité, fraternité. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que Thomas Piketty et Julia Cagé disent, c'est que ces combats-là ne sont pas ceux qui vont faire gagner la gauche, et que pour gagner, la gauche ne peut gagner si elle seulement si, c'est un peu ce que dit Fabien Roussel, c'est un peu ce que dit François Ruffin, si et seulement si, mais n'ayez pas l'air agacé quand je cite vos concurrents, si elle seulement si, elle s'intéresse au social, à l'économie, à la feuille de paye et au logement. Eh ben, je m'intéresse au social, à la feuille de paye, à l'économie. Je fais même que ça en vrai. Et la seule chose que je dis, c'est qu'il faut de l'égalité. Et que l'égalité, ça n'est pas juste une ligne de revenus sur un compte bancaire. Que l'égalité, c'est aussi une égalité de traitement dans l'ensemble de nos services publics. Et qu'en fait, c'est ça l'égalité. Voilà. Et que l'égalité, elle est autant financière que dans le traitement des personnes. Et que la dignité des personnes, le respect des personnes, le fait que ces personnes soient respectées pour ce qu'elles sont, eh bien, c'est aussi ça, les valeurs de notre République. Vous savez ce qu'a répondu François Ruffin? Est-ce qu'il s'agit d'être applaudi dans une AG de sociaux à Nanterre ou de convaincre en Moselle? Eh ben, lui, il pense que avec ça, invitez François Ruffin si vous trouvez son discours plus intéressant, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime beaucoup François Ruffin et je pense qu'on est très complémentaires en vrai. Et par ailleurs, moi, je suis allée en Moselle, je suis allée dans tous les territoires ruraux. J'y étais encore à Caux ce week-end et je peux vous dire qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour écouter. Donc en fait, ça n'est pas vrai. Voilà. Moi, je pense que ça n'est pas vrai
c'est prendre les gens pour des imbéciles que de penser que parce qu'ils sont en ruralité, ils n'en ont rien à faire de l'égalité des gens. Et en tout cas, je pense que c'est une erreur d'analyse. Et en tout cas, nous, ce soir, sur France Info, on avait le plaisir de vous accueillir, Sandrine Rousseau, pour inaugurer effectivement ce grand rendez-vous politique. On ne prend pas les électeurs pour des imbéciles. La preuve, c'est qu'on vous donne la parole. Ce sera effectivement toujours votre rendez-vous sur France Info avec On vous répond. C'est en haut à droite et ce sera donc eh bien du lundi au vendredi et surtout le vendredi avec cet invité politique.